Le plaisir est encore pour nous de vous retrouver dans le cadre de votre livraison Vers Info. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle livraison et merci pour la confiance renouvelée. Après la COP 16 sur la diversité biologique de Cali en Colombie et la COP 29 de Bakou en Azerbaïdjan sur le climat, Riyad en Arabie Saoudite accueille la 16e conférence des Nations Unies sur la lutte contre la sécheresse et la désertification. Ces assises qui vont du 2 au 13 décembre prochain vont débattre sur plusieurs matières, notamment la restauration des terres, la résilience à la sécheresse, la terre au cœur des objectifs de développement durable ODD et les droits fonciers des femmes. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition de votre magazine. La 5e édition de la conférence sur les droits de l'homme à l'ère du numérique en République démocratique du Congo, connue sous l'appellation des AkiConf 2024, s'est tenue le 28 et 29 novembre à l'hôtel Memling de Kinshasa. Organisée par Rudi International, AkiConf promeut un environnement numérique sain et respectueux des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Voici les détails dans ce reportage. Les droits de l'homme à l'heure du numérique en République démocratique du Congo, c'est l'intitulé même de la 5e édition de la conférence baptisée AkiConf 2024, tenue vendredi 29 novembre à l'hôtel Memling de Kinshasa. Une crème de la crème des participants, selon les propres termes d'Arsène Tungali, directeur exécutif d'Erudi International, structure qui a organisé ces assises, a pris part à cette conférence. Ce sont des experts, des décideurs et des acteurs du numérique qui ont tous mutualisé leurs intelligences pour réfléchir et débattre des enjeux et des défis des droits numériques en RDC. Nous avons organisé 4 éditions successives à Goma. Nous nous sommes dit, nous avions c'est vrai des acteurs qui venaient de Kinshasa pour Goma, mais nous nous sommes dit qu'il faudrait amener ces conversations directement à Kinshasa afin d'être en face des décideurs. Nous sommes une organisation de la société civile, nous n'avons pas force de loi. Et donc il était très important pour nous de pouvoir être ici, être très proche des décideurs, parce que le troisième aspect du travail que nous faisons, c'est le plaidoyer. Et donc cette conférence joue également un rôle de plaidoyer par rapport à tous les défis que nous rencontrons, par rapport à tous les problèmes qu'il y a, que ce soit à l'intérieur du pays ou même à Kinshasa, par rapport à la connectivité, par rapport aux défis liés au numérique de manière générale. C'est pour ça que la 5e édition s'est tenue à Kinshasa cette année. Les mutations auxquelles les pays du monde assistent exigent la protection des droits numériques des individus, a indiqué le directeur exécutif d'Erudi International dans son mot de circonstance, tout en insistant sur les 3 aspects importants qui sont la formation, la recherche et les plaidoyers menés par son organisation. AkiConf, c'est la conférence sur les droits. Mais particulièrement, c'est la conférence sur les droits de l'homme à l'ère du numérique, qui est une initiative que nous avons commencée en 2018. Nous avons eu déjà 4 éditions précédentes et la 5e édition pour la première fois se tient à Kinshasa. C'est une opportunité que nous avons mise en place, nous, en tant que Rudi International, une organisation de la société civile, afin de permettre de donner de l'espace aux acteurs congolais de pouvoir échanger, discuter, s'informer et se mettre d'accord sur certaines réalités par rapport à où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous devons aller par rapport aux droits du numérique. Et c'est ainsi que nous avons organisé cette 5e édition qui va avoir plusieurs discussions, des questions d'accès à l'Internet, des questions de régulation, des questions de violations même qui se passent sur Internet et toutes les autres questions qui permettront à la communauté congolaise d'utiliser Internet d'une manière positive et d'une manière qui permette au développement social, économique et tout. Dans sa prise de parole, Christian Katende, président du collège de l'ARPTC, Autorité de régulation des postes de télécommunications en RDC, a souligné que le numérique doit être un levier d'émancipation et non de pression. Initiatives qui permettent de faire comprendre tout ce qui a comme intérêt à utiliser le numérique, à l'accompagner et à aussi traiter de certaines zones d'ombre qui puissent être par exemple les droits de l'homme. Toutes initiatives de ce genre nous intéressent et nous pouvons les féliciter d'être déjà en avance sur ce point. Et nous allons accompagner. Il faut du renforcement de capacité. Et ceux qu'on a félicités aujourd'hui, ce sont des avocats qui vont agir pour des questions qui leur seront apportées
relevant du droit du numérique, demandant des droits respectés des utilisateurs ou des droits connus par ceux qui proposent des applications numériques. Donc c'est un travail continuel et c'est du renforcement de capacités en permanence qu'il faut assurer. Ce sont des capacités que l'on vient de créer et on ne peut que féliciter Rudi International d'avoir eu cette initiative. Beaucoup d'autres doivent suivre, nous les encourageons à le faire et il faut aussi que nous, à RPTC, nous créons cette prise de conscience de manière positive, de façon à ce que nous tirions tous du bénéfice du numérique par rapport à son développement continu. Poser la question à Rudi International pour cette initiative, mais pour nous, nous travaillons pour tout le pays. La connectivité que nous voulons voir à travers la RDC, c'est pour tous les citoyens, jusqu'à ceux qui sont dans les zones où il n'y a pas de rentabilité. Même dans ces zones-là, il y a des droits à faire valoir. Ils ont droit à l'Internet. Dans les différents panels, des thématiques variées ont été abordées pour enrichir les échanges. Il s'agit notamment de la création des communautés sur les plateformes Meta, des défis et opportunités pour connecter les zones reculées en RDC, de l'impact des technologies émergentes sur la vie quotidienne des citoyens, de l'harmonisation du cadre légal des télécommunications et du numérique, des zones non couvertes par les lois actuelles dans l'économie numérique et l'avocat face à la transformation numérique, ainsi que de la lutte contre les fake news et les discours de la haine en ligne. La 5e édition des AkiConf 2024 appartient désormais au passé. Les regards sont désormais tournés vers la 6e édition qui se tiendra dans une ville, pourquoi pas dans un village de la RDC, pour inciter toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts dans la protection et le respect des droits de l'homme à l'ère du numérique en RDC. C'est l'intelligence artificielle qui va regarder, tiens, pour cette campagne, quel est le meilleur placement, quelle est la meilleure amélioration de l'image ou de la vidéo pour ce placement, etc. Paris gagné donc pour Rudi International et ses partenaires Vers Info, Low Technologies, Paradigm Initiative, APC, droitnumérique.cd, Cadem Academy, Smart Services et Meta qui ont appelé le gouvernement à assumer un rôle de premier plan pour construire un environnement numérique sain et respectueux des droits de l'homme. From governance to education to healthcare. Pour coller l'utile à l'agréable, des certificats ont été remis aux avocats formés pour la circonstance le 28 novembre sur les droits de l'homme à l'ère du numérique en République démocratique du Congo. L'Amnesty International a lancé le réseau des avocats congolais sur les droits du numérique. Nous pensons qu'il est très important pour nous de pouvoir offrir la connaissance et les compétences aux avocats pour leur permettre d'être en phase avec ces questions ici. Vous savez, les avocats sont ceux-là qui éclairent la lanterne, n'est-ce pas, des populations. C'est auprès d'eux que les populations qui se trouvent lésées dans leurs droits vont pour essayer de trouver justice. Et donc, les questions du numérique, maintenant que c'est en vogue, il était très important que les avocats soient outillés, formés suffisamment, afin de permettre à ceux qui soient capables de recevoir les citoyens congolais avec leurs problèmes liés au piratage, notamment liés aux violations de leurs droits à la liberté d'expression en ligne, ou même des questions de violation de leur vie privée ou la protection de leurs données personnelles. Autre chose à présent, accès à l'information publique, le Centre congolais pour les droits du développement durable CODED et la coalition des organisations de la société civile pour le suivi de l'action publique CORAP ont organisé un atelier de réflexion sur cette thématique en rapport bien sûr avec les grands projets industriels ou d'infrastructures dont le projet Grand Inga. Pendant 2 jours, soit les 26 et 27 novembre dernier, ces 2 organisations de la société civile ont réfléchi sur l'accès à l'information en République démocratique du Congo. Bertin Ngulungu était de la partie lors de ces travaux. C'est une salle Garamba pleine à craquer qui a accueilli ce mardi 26 novembre l'atelier de réflexion sur l'accès à l'information publique avec un accent particulier sur le projet Grand Inga, organisé conjointement par les Centres congolais pour le droit du développement durable, CODED en sigle,
et la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP en sigle, avec la participation de quelques organisations de la société civile, des institutions publiques et des professionnels de médias. L'objectif, faire avancer la lutte pour l'accès à l'information publique en RDC. Un défi crucial dans un pays où de nombreux projets comme le méga barrage Grand Inga suscitent autant d'espoir que de controverses. Il est important qu'on se pose la question sur comment ces négociations sont faites et quelles sont les conséquences, bien évidemment, même si on va en discuter davantage, de tous ces contrats qui sont développés, parce que de par l'observation qu'on essaye de faire, je prends un exemple sur le contrat chinois, par exemple, un contrat qui est signé depuis quelques années, caché, mais quand ces contrats sont révélés, c'est là qu'on se rend compte que ce sont des contrats léonins, ce sont des contrats qui ont été mal négociés. Mais est-ce qu'il faut qu'on continue justement avec ce cadre qui est plus ou moins vide pour contraindre à ce que l'information essentielle soit mise à la disposition de tout le monde? Et donc c'est ça l'essence de cette première journée où on va se poser la question sur cette loi-là. Et demain, comme le disait Maître, c'est qu'on va essayer de voir un cas pratique. Un cas pratique qui est le projet Grand Inga. Qui connaît le projet Grand Inga aujourd'hui? Je ne sais pas dans la salle s'il y a des gens qui peuvent nous donner des précisions sur ce qu'est le projet Grand Inga. Il y a plusieurs contrats qui ont été signés depuis 2013 à aujourd'hui. Je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui ont vu ces contrats signés, qui ont eu de l'information, même sur le traité qu'il y avait avec l'Afrique du Sud, qui était censé être ouvert, qui était censé être disponible, mais je ne sais pas combien de personnes dans la salle ont vu ces informations-là surfilées. Et donc ce sont là les grandes questions que nous allons justement, sur lesquelles nous allons débattre, parce qu'il est essentiel justement de voir ce grand projet qui arrive, comment ces contrats sont négociés, quelles sont les implications pour la population, quelles sont les implications pour le pays, qu'est-ce que le pays gagne, comment les choses doivent avancer, et c'est ça qui est essentiel. Au programme de cette première journée, plusieurs panels, la position de la loi sur l'accès à l'information soumise à l'Assemblée nationale, les obstacles persistants malgré son statut de droit constitutionnel, ou encore les recours juridiques pour exiger la transparence. Comme nous l'avons indiqué en phrase introductive, en droit positif congolais, les dispositifs normatifs reconnaissant et garantissant cette deuxième dimension, donc donner à toute personne accès au droit, n'est pas pris en charge. Donc il n'y a pas un arsenal juridique au niveau national qui pourrait garantir aux citoyens congolais d'avoir accès à l'information. Donc c'est pourquoi, conformément à l'article 122.1 de la Constitution, il a semblé impérieux pour le professeur Jacques Njoli que la République démocratique du Congo se dote de cette proposition de loi afin de combler ce vide juridique, ainsi constater et mettre en œuvre les dispositions de l'article 24 de la Constitution. Parce qu'effectivement, cet article 24 consacre la liberté de droit d'accès à l'information, mais comment elle est mise en œuvre? Et donc c'est vraiment l'objet même de cette proposition de loi. Au regard donc de toutes ces considérations, le droit d'accès à l'information va apparaître comme un outil de mise en place d'une société largement ouverte aux citoyens, où la culture de la transparence et de la redevabilité seront promues. Parce que c'est ça la question cruciale, c'est la transparence et la redevabilité. La redevabilité, c'est cet exercice de contrôler le pouvoir tant politique que le pouvoir de la société, comment les décisions sont prises, donc vraiment tout ce process, comment elle est mise en place. Donc cette proposition de loi vise à ce qu'on puisse avoir accès à toutes ces informations-là, à tout le processus qui est mis en place lorsqu'une décision est prise. À l'heure du numérique, le participant appelle également à tirer parti des outils modernes pour simplifier l'accès aux données publiques. En fait, il y a un problème au niveau de la société, puisque quand vous voyez, en réalité, il y a une guerre entre
l'establishment et les citoyens. Alors, l'establishment qui s'est créé comme option de s'accaparer de tout, pendant que le souverain primaire, c'est les citoyens. Et maintenant, les citoyens se rendent compte que maintenant, puisqu'il est le souverain primaire, il faudrait qu'il ait aussi sa part au niveau de l'autorité de l'État. Alors, c'est ce qui fait que les ONG, notamment la société civile et les autres plateformes citoyennes, cherchent maintenant à réduire l'espace, les champs de l'establishment. Ce n'est pas facile, mais la société civile doit se battre, puisque contrairement à ce qu'on peut croire que la société civile se porte en porte-à-faux contre le gouvernement, non. Les deux doivent travailler en partenariat, puisque moi je considère comme ce sont les deux yeux d'un corps humain. Ils doivent travailler ensemble pour qu'effectivement qu'on trouve la solution qui se pose au niveau de la société. Et je suis content, par exemple, aujourd'hui, quand je vois dans notre gouvernement, il y a beaucoup de ministres qui ont œuvré comme membres de la société civile. Et je ne pense pas que quand il y a des décisions à prendre, notamment pour faciliter l'accès à l'information à la société civile, que ces ministres-là vont obstruer. Par contre, ils vont montrer aux autres membres du gouvernement la nécessité de faciliter la vulgarisation de l'information, surtout de disponibiliser les informations officielles au public auprès de la société civile. Et en plus, comme j'ai dit, il faudrait qu'on change un peu le paradigme, puisque les informations officielles sont plus dans une approche d'officialisation, c'est-à-dire que ces informations sont écrites plus en une langue, dans la langue officielle, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, c'est le français. Mais à côté de la langue officielle, il y a les 4 langues nationales. Il faudrait que cet exercice soit réalisé pour que les textes, notamment légaux, soient convertis à langue nationale. Pour que ça doit être proche du citoyen. Je ne suis pas d'accord avec l'approche là du juriste qui soutient que nul n'est censé ignorer la loi. Or, moi, je pense que pour qu'on arrive à bien gérer la société avec une justice équitable, il faudrait que les citoyens soient informés. L'opacité qui entoure des projets comme Grainga a aussi des conséquences institutionnelles graves. Les experts s'accordent à dire que cette situation alimente les suspicions de mauvaise gestion et freine la participation citoyenne. Cet atelier n'était pas seulement un constat. Les acteurs présents ont formulé des recommandations précises et ont renouvelé leur engagement pour pousser à l'adoption rapide de la loi sur l'accès à l'information, dont le pont est vite jeté entre accès à l'information et développement durable. L'accès à l'information rime avec le développement durable dans tous les sens. Quand vous regardez les ODD, tous les ICT ODD, que ce soit la lutte contre la pauvreté ou encore la question de l'accès à l'énergie ou d'autres ODD qui existent sur l'égalité du genre ou encore sur le travail décent, vous verrez que les acteurs majeurs qui sont chargés d'adresser ces questions-là sont ceux que nous épinglons ici. Dans une entreprise, vous trouvez des aspects qui sont liés à chacun des ODD. Et donc, les entreprises sont producteurs de documents eux-mêmes, au-delà des contrats ou des partenariats ou des protocoles qu'ils peuvent signer avec le gouvernement, pour lesquels nous réclamons leur publication ou leur divulgation. Ils sont eux-mêmes producteurs de documents qui doivent être mis sur la place publique. Et cela permet de comprendre comment l'entreprise fonctionne pour adresser certaines questions. Donc il y a beaucoup de questions qui sont liées dans le cycle de vie d'une entreprise et qui font que c'est tout à fait lié au développement durable. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les entreprises développent des documents qu'on appelle les stratégies de durabilité. Dans leur stratégie de durabilité qu'ils développent et qu'ils vantent au début de chaque année ou à la fin de leur exercice, ils montrent les prouesses qu'ils vont développer ou les actions qu'ils vont mener pour montrer que toute leur action est en accord avec les développements durables. Or, si ce sont des activités qui sont basées sur des documents non divulgués, eh bien, nous n'aurons pas
l'information complète pour savoir si, oui ou non, les données qui sont fournies dans le cadre de ces activités-là sont exactes. Parce que parfois les données peuvent être faussées et refléter une situation qui n'est pas réelle sur le terrain. Et donc donner des fausses données aussi sur le développement durable tel que présenté dans une zone d'exécution d'un projet. Donc c'est tout à fait lié et c'est une question éminemment complexe pour laquelle nous pouvons épiloguer longuement ici. L'atelier se poursuivra mercredi 27 novembre avec de nouveaux échanges et des ateliers pratiques. Un pas de plus dans une lutte cruciale pour l'avenir de la transparence et de la bonne gouvernance en RDC. Restons encore à ces assises où le CODED et la CORAP ont exigé plus de transparence, en tout cas dans le projet Grand Inga, en insistant sur l'accès à l'information, tout en insistant également sur les impacts environnementaux et sociaux du projet Grand Inga. Retrouvons une fois de plus le commentaire de Bertin Kassiama. C'est à Kinshasa, dans la salle Garamba du bâtiment de la territoriale, que l'atelier sur l'accès à l'information publique s'est achevé le mercredi 27 novembre 2024. Pendant 2 jours, le Centre congolais pour les droits du développement durable et la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CODED et CORAP ainsi, ont réuni experts, acteurs de la société civile, professionnels des médias et citoyens pour débattre d'un enjeu crucial, la transparence dans la réalisation des grands projets en RDC et l'accès aux informations y relatives. Nous avons fait une réflexion d'un point de vue légal pour faire une cartographie des dispositions qui existent et qui adressent la question de l'accès à l'électricité. D'abord, nous avons l'article 24 qui encourage, l'article 24 de la Constitution, qui encourage l'accès à l'information. Vous avez aussi divers autres textes éparses qui comprennent des dispositions qui encouragent l'accès à l'information. Le problème que nous avons, c'est que la mise en application de cette recommandation constitutionnelle pose problème. Alors que le pays a adhéré à plusieurs instruments internationaux qui encouragent notamment l'accès à l'information et surtout la divulgation des documents publics pour permettre à ce que le public puisse participer activement justement à tous les projets qui sont mis en œuvre. Le constat que nous avons fait, c'est que nous sommes encore à la traîne. Nous nageons dans une très grande opacité lorsqu'il est question d'accéder à des documents qui touchent à des projets d'envergure, des projets qui touchent aux infrastructures. La liste des documents, elle est longue et interminable, qui ne sont pas accessibles au public pour pouvoir lui permettre de juger de comment est-ce que la chose publique est gérée, mais surtout de donner son quitus et de participer parce que le gouvernement dirige le pays pour l'intérêt des populations. Donc les projets qui sont conçus et exécutés ou implémentés doivent l'être notamment avec l'assentiment, le quitus ou l'accord des populations. Mais comment les populations vont donner ces quitus-là? Ils sont ignorants de tous les documents qui entourent ces projets-là. Ouvert le mardi 26 novembre, l'objectif général était de contribuer à la lutte pour l'accès de tous à l'information publique et la transparence dans les grands projets d'infrastructure en RDC. Dernier sujet sur la table, un projet mythique mais controversé, le Grand Inga. Par rapport au développement du projet Grand Inga, ma réponse est que c'est une très très bonne chose, mais seulement il faut que le Congo ne perde pas le leadership dans le processus de mise en œuvre de ce projet. Et deuxièmement, que le Congo ne perde pas la souveraineté sur le site. C'est un projet congolais qui doit rester congolais et les objectifs de ce projet sont connus. Il faut que le Congo les défende et les réalise. Je suis content que surtout la société civile parle maintenant de Inga parce que de tout le temps, elle avait été très opposée au projet Grand Inga, reprochant beaucoup de choses, beaucoup de contraintes, la dette, la corruption, mauvaise gouvernance, mais a dépit à mener des actions qui ont conduit
à avoir un projet solide avec les développeurs, un projet de 11 000 MW et tout le programme de sa mise en œuvre. C'est un très bon travail. Si la Banque mondiale s'était retirée, c'était parce qu'elle avait cette crainte. Je crois que maintenant ces éléments qui l'ont fait partir ont été maintenant écartés, notamment la direction nationale du projet. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas oublier que le projet INGA est un projet prophétique. Il a été créé par Dieu. Et Dieu a voulu que ça serve aux Congolais. Et les Congolais doivent en prendre conscience. Ils doivent en assumer la responsabilité avec la science, pas avec les paroles. Le critique fise de partout, absence des résultats, manque de communication et des familles toujours laissées pour compte. Le deuxième jour, nous avons travaillé sur un cas pratique de la non-transparence dans la gestion de nos projets. Nous avons ciblé particulièrement le projet Grand Inga. Nous sommes en train de déplorer depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Aucun document concernant ce projet n'a été publié. Les traités signés avec l'Afrique du Sud n'ont jamais été publiés. Les études menées par AECOM, EDF France n'ont jamais été publiées. L'accord de développement exclusif signé avec le consortium sino-espagnol n'a jamais été publié. La convention signée avec Fortescue Future Industries n'a jamais été publiée. Et le protocole d'accord signé dernièrement avec la société nigérienne n'a pas aussi été publié. Donc nous mettons nos décideurs devant les faits. Il leur appartient de voir comment évolue ce projet. Un projet de cette envergure-là ne peut pas être mené dans l'opacité. Un projet de cette envergure-là, on ne peut pas utiliser un mode de financement qui risque de nous créer des problèmes. C'est quel mode de financement? On dit qu'on va développer ces projets sous le modèle de financement partenariat public-privé, BOT, avec une mission globale à l'entreprise privée. Nous disons que notre étude a démontré que si les pays développent ce projet sous le financement PPP, BOT avec mission globale à l'entreprise privée, le pays ne va pas tirer profit de ce projet. Voilà pourquoi nous avons mené cette étude pour montrer les raisons pour lesquelles nous affirmons que si ce projet est développé sur le mode de financement PPP avec mission globale à l'entreprise privée, le Congo et sa population ne vont pas bénéficier de ce projet. Pour les participants, une chose est claire, la transparence est la clé. Sans elle, pas de confiance ni de progrès. La balle est dans les camps des autorités, mais le temps presse et les attentes du Congolais sont grandes. Bien que la société civile ait déjà identifié les obstacles et défis majeurs à l'accès à l'information de l'opinion publique de façon permanente. Par cet atelier, le CODED et la CORAP ont tiré la sonnette d'alarme sur l'accès à l'information des grands projets d'infrastructure, dont Grand Inga, quitte au gouvernement de prendre la mesure de la chose pour changer la donne. Madame, Messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette livraison de votre magazine Vers Info qui reviendra bien sûr la semaine prochaine avec d'autres informations. Évidemment, nous allons revenir sur la COP16 de Riyad, sur la sécheresse et la désertification. Nous reviendrons également sur les dossiers de la pollution plastique avec un invité, bien sûr, dans cette émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.